Inan, merci beaucoup d'être avec nous après avoir réalisé pendant près de 30 ans la série documentaire Striptease diffusée sur France 3 et la RTBF. On vous retrouve aujourd'hui même au cinéma avec un film inédit, ça s'appelle Poulet frites, qui est un peu un striptease sur grand écran, on peut dire ça comme ça ou pas? On a fait une première plongée il y a 3-4 ans avec ni juge ni soumise, et puis on s'y est recollé parce que il fallait qu'on continue à exister. Ouais. Alors là, Poulet frites, c'est une enquête sur une affaire de meurtre dans les quartiers chauds de Bruxelles. C'est une vraie enquête, on est d'accord. Vraie enquête. Voilà, on n'a rien inventé, on est incapable d'inventer. C'est un vrai fait divers qui a vraiment existé. Non, parce qu'on peut en douter parfois quand on regarde, tellement c'est incroyable. Non, c'est un vrai cadavre. C'est un vrai cadavre. Elle est vraiment morte. Voilà. Et la pièce à conviction est une frite. Mais comme on est bruxellois, on est habitué à ça. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ces quartiers chauds de Bruxelles? Racontez-nous un peu l'histoire. En fait, c'est un prétexte pour faire une plongée dans ce que c'est Bruxelles et la vie, en fait. Et donc, ici, c'est une femme qui est retrouvée dans son appartement, qui est égorgée. Une prostituée occasionnelle, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Elle a été assassinée chez elle. Et donc, en fait, la seule pièce à conviction qu'on retrouve à l'autopsie, c'est une frite. Et donc, toute l'enquête tourne autour de ça. Et d'Alain, notamment, son ex, qui est un ancien boucher de formation, et héroïnomane, et il se souvient pas l'avoir tué, mais c'est donc une frite qui va l'incriminer. On écoute la bande-annonce. Police, ouvrez. Le corps a été découvert comment, en fait? C'est un voisin qui a appelé. Un coup de couteau au niveau de la gorge, un canif retrouvé sous l'évier, un autre couteau de cuisine type plutôt couteau à pain, aussi ensanglanté. C'est une plaie très profonde qui va jusqu'au plan vertébral. Effectivement, ça, l'égorgement, bonjour les dégâts. Vous l'avez retourné exactement comme ça. Et sans détacher la tête en plus. La police, madame, police. Dans le bol alimentaire de la victime, et il y a des frites. Donc c'est très important, des frites dont certaines sont pratiquement intactes. Donc chez lui, on trouve des frites du même calibre. C'est des grosses frites surgelées. S'ils sont deux à manger ensemble, je devrais avoir une autre assiette Oui, ici. c'est bien ce que je dis. Avec qui manges-tu vendredi soir? Tout seul. Tu n'as amené des frites à personne? Il a quand même dit qu'il était boucher de formation. Je ne sais pas si ça peut jouer un rôle. Dans l'étude de la coupure, je ne sais pas, je n'y connais rien. Alors on a reconnu évidemment la musique de Striptease, il y a même marqué sur l'affiche Striptease présente. Pour ceux qui ne connaissent pas cette incroyable série documentaire qui a duré quand même près de 30 ans, il faut expliquer qu'il y avait un cahier des charges qui était très particulier pour Striptease. Jean Livon, expliquez-nous comment ça fonctionnait. Pas d'interview, pas de commentaires, pas de journaliste qui met sa gueule à l'écran, pas de musique. Rien d'écrit non plus. Rien d'écrit. Donc la réalité pure et brute. Des accords de tous les gens filmés. Il n'y a rien en caméra cachée, évidemment. Jamais. Pas de visage flouté non plus. Jamais. Pas d'enfants. Il y avait des règles comme ça. Il y a des enfants de parents, mais sur vraiment la problématique des enfants, jamais, puisqu'il y a toujours ce problème des enfants. Voilà. Mais surtout, le principe de base, c'est vraiment aucun écrit préalable. Vous débarquez, vous filmez. C'est-à-dire, on a souvent, on fait du repérage, on part sur une idée. Parce que là, il faut les trouver, les personnages, quand même. Il faut les trouver. Alors, et avant de les trouver, il faut avoir les autorisations. Ouais. Parce que suivre une enquête, en fait, en principe, légalement, c'est interdit. C'est ça. Le juge d'instruction, on ne peut pas. Donc, il faut avoir, et c'est Yves qui s'y colle, pendant 2-3 ans, il s'est tapé tous les ministères et toutes les autorisations. Les autorisations pour avoir. Une fois qu'on a ça, après 2 ans, on cherche le bon fric. Et la bonne situation. Le flic, alors oui, il cherche les flics. On commence une enquête, ça va pas. Deuxième, ça va pas. Troisième, ça va pas. Et puis on tombe sur Anne Gruet, la juge d'instruction, et Jean-Michel Lemoine, le flic. Ouais. Et donc maintenant, il faut le cadavre. Il faut le cadavre. Et alors, à un moment, je sais, un lundi, il arrive, après 3 ans, il arrive... Ça met 3 ans de préparation. Oui, au moins. Ah oui. Quand je dis 3 ans, à mon avis, je suis encore en dessous. Et après, combien de temps à filmer? Ah, ça, c'est très simple. Enfin, je vous dirai après, parce que le lundi où il arrive, je vois mon ami Yves qui vient jaune-vert, décomposé. En disant, écoute, je n'y arrive pas, ça fait 3 ans que je suis là, je bouffe ça, je mange ça, etc. Je dors pas, je n'y arrive pas. Je lui dis, encore une petite semaine. Ouais. Et le mercredi, on avait un cadavre. Vous avez trouvé l'histoire. Et alors, le tournage. Comme dans combien de temps ça prend? Comme dans toutes les enquêtes policières, c'est les premiers jours qui comptent, 3-4 premiers jours qui comptent.
Mais alors après, notamment si vous voyez le film, toutes les séquences finales en Angleterre, etc., ça se passe 1 an et demi plus tard, par exemple. Parce qu'il y a eu 2 commissions rogatoires, mais pour avoir ça prend du temps. Bien sûr. Mais par exemple, dans ces premiers jours là qui sont si importants, vous filmez non-stop. Tout à fait. D'ailleurs, en fait, on doit toujours être capable de filmer à tout moment. Et dans ce film-là, par exemple, je rate une séquence formidable, 2 séquences formidables, même 3e. Parce que je vous raconte, en fait, les policiers sont de garde. Il y a des choses qui se passent. On s'est arrêté sur cette histoire-ci parce que elle est particulièrement intéressante, mais le commissaire qui rentrait le lendemain, qui était après 24 heures de travail continu, est réveillé à 10 heures au moment où il s'endort dans son salon. Il doit intervenir dans une autre commune avec un homme qui court avec la tête de sa femme qu'il avait coupée, qu'il avait tranchée. C'était pas du tout dans l'air du temps. Et donc, en fait, il arrive là-bas, il saute dans son pantalon, il met les scellés sous la scène de crime. Ouais. Il rentre chez lui et puis en fait il se rend compte qu'ils ont oublié la tête de madame sur le plan de travail, quoi. Donc il retourne. Et donc on est toujours en dessous de la réalité, toujours. Ça, c'est ce que dit Jean. Phénoménal. Ouais. Et ce qu'on essaie de faire, nous, on essaie de se mettre dans des positions. C'est pour ça qu'on fait un casting, comme dans n'importe quelle fiction. On essaie de trouver ce qu'on appelle des personnages, des caractères qui puissent emballer la sauce, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors après, il faut monter tout ça. Ça doit être un boulot de dérochage, de montage. C'est un plaisir. Un plaisir, mais enfin, ça doit vous prendre beaucoup de temps. Quand même. Non, c'est un plaisir. Combien de temps à peu près? Ici, j'ai remonté pendant 4 mois. Oui, un truc comme ça. Le problème, c'est que on a retrouvé cette matière-là, parce que c'est un film d'il y a 20 ans, je vous dirais. Il y a 20 ans. Oui, c'est un truc d'il y a 20 ans. Heureusement, on a retrouvé une matière de 100 heures de rush dans une... Que vous avez réexploité. Qu'on a revisionné et remonté, quoi. Ouais. Mais c'est un plaisir, le montage, c'est un plaisir. Et du coup, on se partage le travail, parce que moi je tourne et c'est Jean qui monte. C'est ça. J'aime pas le montage, il adore le montage. Et ce qui est formidable quand on regarde ça, on va écouter un extrait, c'est qu'il y a des scènes où on se dit vraiment aucun dialoguiste ne pourrait écrire ça, et aucun acteur presque ne pourrait jouer de cette manière-là. Vous parlez de ça. Donc on a fait Ni Jus ni Soumise il y a 4 ans. Ouais. Anne Gruet est au festival de Sainte-Sébastien. Elle prend mention spéciale meilleure actrice parce qu'il n'a pas compris que c'était une vraie personne. Et avec Jean-Michel, on était à Riron en Espagne. Il a pris le prix du meilleur acteur. Et on écoute un petit extrait. Mais normalement, quand on égorge quelqu'un, le sang, il saute normalement. Écoutez, monsieur, j'ai jamais égorgé personne. Moi non plus. Donc, je sais pas comment ça fait. Non, c'est moi penser à moi. S'il vous plaît? C'est moi penser à moi. Comment dites-vous? C'est moi qui pense ça. Vu que j'ai vu ça dans les films. Il y a du sang sur mes vêtements? Non. Alors, c'est pas moi, alors. Voilà, et en regardant votre film, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser au monument C'est arrivé près de chez vous, avec Benoît Poelvoorde, d'autant qu'il y a aussi le côté en noir et blanc qui joue aussi peut-être dans cette impression-là, l'accent évidemment, puis le côté fait divers. Pour C'est arrivé près de chez vous, il faut quand même dire qu'avant de faire ça, ils étaient venus chez nous. C'est ça, du striptease. C'est ça, c'est vrai. Rendons à César ce qui est à César. En tout cas, c'est un film à voir, Poulet frites, qui sort en salle aujourd'hui. C'est un petit bijou de réalité et de drôlerie. Culture Média, ça continue sur Europe 1 après les infos de 10h. On va recevoir l'auteur Charles Dantzig qui vient nous présenter son nouvel essai Proust Océan, qui nous plonge dans la grande œuvre de Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Et puis dans les indispensables, Héloïse Goua viendra nous parler de l'un des boxeurs les plus célèbres au monde avec une série biopic. Stéphanie Loire, elle nous présentera l'intégrale de Jane Birkin, carrément. Enfin, the cherry on the cake, comme dirait Jane, qui pourrait aussi dire le cerise sur la gâteau. C'est Jean-Luc Lemoyne qui sera là pour nous offrir sa session de rattrapage. À tout de suite.